Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 116. Et pour ce numéro, je vous propose d'étudier une étrange série de fonctions qui va nous amener à calculer une drôle de limite. L'énoncé précis du jour est le suivant. Soit f une fonction C1 de R vers R décroissante de limite nulle en plus infini. Sous réserve d'existence, on définit cette série de fonctions dépendant de f qu'on va appeler G. Et le but du jeu sera, dans un premier temps, de montrer que G est bien défini sur R plus étoile, dans un second temps, de montrer que G est continu sur R plus étoile, et dans un tout dernier temps, d'attaquer cette drôle de limite, la limite quand x tend vers 0 plus de notre fonction G. Cet exercice, si on enlève la dernière étape, est un exercice assez classique de deuxième année de classe préparatoire. En effet, si je vous donne une série de fonctions et que je vous demande la régularité de cette série de fonctions, n'importe quelle deuxième année de classe préparatoire devrait tout de suite être capable de me donner un plan d'attaque pour pouvoir étudier cette régularité pour une série de fonctions. Ça fait vraiment partie des réflexes importants qu'il faut avoir en deuxième année de classe préparatoire. Alors même s'ils peuvent avoir le plan d'attaque pour étudier cette régularité, notamment ici montrer la continuité de cette série de fonctions, c'est pas pour autant que ça va être simple. Donc il y a quand même un peu de difficulté, déjà rien que pour la première partie, ou du moins les deux premières parties de cet exercice. Mais ce qui va nous intéresser davantage dans cet exercice, c'est la difficulté que va amener le calcul de la limite quand x tend vers 0 de notre fonction g. J'ai pas envie d'en dire davantage là. On va dire que si, il y a une petite envie, mais j'ai envie de vous laisser vraiment la liberté à la réflexion complète. Et donc, je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice et au moins réussir à montrer que la fonction g est bien définie et continue sur R plus étoile. Puis, si vous le souhaitez, vous penchez sur la question de la limite quand x tend vers 0 plus, avant que je ne vous donne tout d'abord une résolution de ces deux premières parties, puis une indication afin de déterminer cette limite. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un exercice vraiment sympathique à faire, surtout les deux premières parties. Je pense que les deux premières parties, ça fait vraiment partie des choses hyper classiques à savoir faire. Alors je vais commencer par montrer que G est bien défini sur R plus étoile. Et ce qu'il faut d'abord constater, c'est que notre fonction, supposée C1, elle est décroissante de limite nulle en plus infini. Ça signifie donc que notre fonction est toujours positive sur R. Donc f étant décroissante de limite nulle en plus infini, on a que f est toujours positif sur R plus étoile, voire même juste sur R. Puisque la fonction est supposée décroissante sur tout R. Donc ça, c'est pas très difficile de le vérifier, ça fait partie, j'ai envie de dire, d'un certain b.a.-ba de première année de classe préparatoire. Vous pouvez faire les choses par l'absurde supposer qu'en fait, elle n'est pas toujours positive, qu'il y a un endroit où elle est strictement négative. Et si elle est strictement négative à un endroit, alors elle va être strictement négative pour tous les autres endroits. Et donc on va avoir un problème sur la limite quand x tend vers plus infini, puisqu'on devrait tendre vers 0. Or, en jouant avec le epsilon qu'on voudrait choisir, notamment en prenant epsilon égale à f du x0, qui serait supposé l'endroit où ce serait négatif strict, divisé par 2, en prenant ce type d'epsilon, on a un écart trop grand entre les éléments qui vont tendre vers plus infini, et qu'on évalue en f, et la limite, le fait que la limite de f c'est 0, en plus infini. Donc voilà, c'est pas un exercice très difficile, je pense que ça peut très bien se faire en première année de classe préparatoire, je ne fais pas les détails, je vous invite à essayer de le faire par vous-même. Bien, donc on a une fonction qui est positive, qui est décroissante de limite nulle. Cela va impliquer alors que pour tout x dans R plus étoile, la suite des f de nx, n entier naturel, est une suite positive, décroissante. En positif, c'est peut-être une hypothèse en trop, mais c'est pas grave, je préfère le préciser. Positive, décroissante de limite nulle. Et donc on a cette suite-là qui est donc décroissante de limite nulle, et vous avez une altérance par moins 1 puissance n. Donc vous reconnaissez une série alternée. Par le critère
des séries alternées, nous avons que la série des moins 1 puissance n fois fn de x, quand n va de 0 à plus infini, cette série-là converge pour tout x dans R plus étoile. Et ainsi, G est bien défini sur R plus étoile. Et on a montré au passage que si on pose, et en posant Gn, la fonction qui a x associe moins 1 puissance n f de nx, si je pose cette fonction-là, on a aussi que la série des Gn converge simplement à n supérieur ou égal à 0. Bien, bon, ça va, c'est juste une question de reconnaître une série alternée. Maintenant, deuxième étape, je veux étudier la continuité de G sur R plus étoile. Et là, vous devriez savoir ce qu'il faudrait faire. Pour montrer une telle chose, vous avez la convergence simple de votre série de fonctions, très bien. Il vous faut aussi la continuité de ces fonctions-là. Bon, ça, c'est évident. Vous avez que f est continu. Donc la fonction qui a x associe f de nx par dilatation, ça reste une fonction continue. Et puis multiplié par une constante qui ne dépend pas de x, moins 1 puissance n, et vous avez encore une fonction continue. Donc c'est assez clair que les fonctions Gn sont des fonctions continues sur R plus étoile. Ça, nickel. Mais l'autre truc un peu plus embêtant, c'est de montrer que la série des Gn converge uniformément sur R plus étoile. Ça, c'est un peu embêtant, parce que bon, peut-être que vous avez pensé à regarder la convergence normale. Mais la convergence normale, vous avez aucun, contrôle, voilà, sur les normes infinies de ces fonctions-là, sur R plus étoile. Et d'ailleurs, sur R plus étoile, vous devriez être très embêté, puisque vous avez probablement envie de remplacer x par 0, sauf que remplacer x par 0, ça vous donne une série qui diverge. Donc vous n'êtes pas content. Vous devriez ne pas être content du tout. Donc, premièrement, il faut penser au fait que je ne veux pas faire ça sur R plus étoile, mais je vais plutôt faire ça sur des intervalles. Alors, vous pourriez généraliser en regardant simplement des segments sur R plus étoile, mais ici, je vais regarder des intervalles suffisants pour pouvoir montrer la convergence uniforme et ensuite la continuité qui m'intéresse. Je vais plutôt regarder la CVU sur n'importe quel intervalle A plus infini avec A dans R plus étoile. Cela sera suffisant car une fois que j'ai ces deux résultats, je peux conclure que G est une fonction C0 sur R plus étoile, et enfin pas sur R plus étoile, d'abord sur chacun de ces intervalles, et par union croissante, et le fait que la continuité est stable par union croissante d'intervalles, alors on va pouvoir conclure que notre fonction est finalement C0 sur R plus étoile. Donc ça fait partie des arguments classique qu'il faut sortir quand on veut étudier la convergence uniforme. Généralement, la convergence uniforme sur tout l'ensemble peut poser des problèmes. Alors ce qu'il faut faire, c'est regarder des segments A, B, mais si on voit tout de suite où se trouve la difficulté, on peut tout de suite regarder des intervalles qui permettent de gérer le problème. Donc là, notamment, le problème c'était de remplacer x par 0. Là, j'aimerais bien remplacer x par 1. Bien, et puis, un autre problème, c'est donc, comme je commençais aussi à le dire, la convergence normale, ça devrait être très problématique. Puisque si vous regardez la convergence normale, vous allez vous retrouver avec la norme des des fonctions Gn, ici. Mais ces normes-là, du coup, le moins 1 puissance n va sauter. Et vous pourriez vous retrouver, éventuellement, si vous utilisez la bonne décroissance, enfin, notamment la propriété de décroissance, vous allez vous retrouver peut-être avec la somme des f de Na. Oui, mais la somme des f de Na, vous savez si ça converge, ça? Non, on sait absolument rien sur la somme des f de Na. On sait ce qu'il en est pour moins 1 puissance n de ces choses-là. Ça, il n'y a pas trop de problème, puisqu'on peut utiliser le critère des séries alternées. Mais la somme des f de Na, aucune idée. Donc non, ça ne va pas marcher de regarder la convergence normale, malheureusement. Il va falloir vraiment regarder la convergence uniforme directement. Et il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi? Parce que vous avez une série alternée. Et là, il y a un joli résultat de première année de classe préparatoire qui apparaît.
c'est quand vous avez une série alternée et que vous regardez le reste d'une série alternée, vous êtes capable de majorer ce reste, en valeur absolue, par le premier terme de votre série. Et donc je vais rappeler ce résultat. Donc pour n'importe quel x réel positif non nul, et pour n'importe quel entier grand N, naturel, si vous regardez le reste de la série, donc ceci, la somme pour petit n allant de grand N plus 1 à l'infinité Gn de x, donc ça c'est les moins 1 puissance n, je vais peut-être réécrire ce que c'est, donc c'est moins 1 puissance n f de nx, et vous regardez ça en valeur absolue, alors on est toujours capable de majorer cette valeur absolue par rapport au premier terme. Donc le premier terme ici, si je mets des valeurs absolues, ça va me donner f de grand N plus 1 calculé en x. Ça, c'est une conséquence assez directe de la preuve qui existe pour montrer que n'importe quelle série alternée avec les conditions qu'on a rementionnées ici converge. Ça vient vraiment de l'étude de la partie paire et la partie impaire de notre série alternée. En regardant ces choses-là, on arrive à conclure. Je viens de noter que j'ai oublié un puissance n, ce sera beaucoup mieux. Bien, donc on a cette chose-là qui apparaît, et donc maintenant, si je prends x dans l'intervalle a plus infini, on a alors que cette valeur absolue, moins 1 puissance n f de nx, eh bien on peut la majorer par ce truc-là, d'accord? Mais aussi en remplaçant x par a, étant donné que la fonction est décroissante. Donc on peut écrire que ça c'est inférieur ou égal à f de grand N plus 1 fois a, donc par décroissance. Bien, et ce que je viens d'écrire là, ça dépend plus de x. Donc je peux passer à la norme infinie. Ça implique alors, d'où la norme infinie de la série reste, donc cette série-là, norme infinie sur l'intervalle a plus infini, bien sûr, est toujours inférieure donc à f de n plus 1 fois a. Mais ce terme-là, quand grand N tend vers l'infini, vous en pensez quoi? Eh bien, vous avez une suite décroissante qui tend vers 0. Je vous rappelle que votre fonction-là, elle doit tendre vers 0 quand ce qu'il y a à l'intérieur tend vers plus infini, ce qui est bien le cas ici. Donc, 0. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de montrer que la suite des restes de la série qui définit la fonction g converge vers 0 uniformément. Donc, ça veut dire que la série de fonctions que nous avons converge uniformément sur l'intervalle a plus infini. Et on va donc pouvoir conclure ce que l'on souhaitait. Alors, je vais me permettre de l'écrire. Ainsi, la série des Gn converge uniformément sur a plus infini, donc pour tout a dans R plus étoile, d'où G est continu sur a plus infini, pour tout a dans R plus étoile, et donc, par union croissante d'intervalles, on a que G est continu sur R plus étoile. Yes! Voilà, on a réussi à atteindre notre objectif. Et vous voyez que la convergence normale, là, ne nous était pas vraiment. Très bien. Alors maintenant, venons-en à cette question de limite. Je ne vais pas tout de suite donner la résolution, je vais juste vous donner une indication pour l'instant. Du moins comme premier. Donc, pour la limite quand x tend vers 0+, vous auriez pu penser remplacer votre fonction f par une autre fonction. Rien ne vous aurait empêché a priori de remplacer f par exemple la fonction exponentielle. Et voir un petit peu ce que vous obtenez. Et normalement, ce que vous devriez obtenir, c'est 1/2. Ok, on ne voit pas forcément de lien avec la fonction f, mais si vous remplacez l'exponentielle par une constante fois l'exponentielle, constante positive, vous allez vous retrouver avec cette constante divisée par 2. Cette constante peut s'obtenir par rapport à la fonction en calculant 0. Et là, petit à petit, peut vous venir l'idée que éventuellement la limite que l'on cherche à calculer serait f de 0 sur 2.
Je dis pas que c'était le seul exemple qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir d'autres exemples dus à des exercices que vous avez fait. Par exemple, on pourrait avoir aussi un exemple de somme des 1 sur... alors je sais plus exactement, mais je crois qu'on a quelque chose de la forme 1 plus n carré a carré, par exemple. On pourrait regarder cette chose-là avec la fonction donc 1 sur 1 plus x carré. On aurait pu essayer de voir un petit peu ce que ça donne pour cet exemple-là. Bref, beaucoup d'exemples auraient pu être choisis. Et on aurait pu constater, même juste par l'ordinateur, que éventuellement la limite que l'on chercherait à atteindre, c'est f de 0 sur 2. Maintenant, la question c'est comment le démontrer. Et pour le démontrer, eh bien, je vais tout simplement vous dire quel est le résultat dont on va avoir besoin. Je vous l'ai caché depuis le début de cet exercice en fait, et dans la suite d'exercices autour des développements en série de Fourier. Et donc, ça veut dire qu'il faut utiliser des résultats de série de Fourier. Et notamment un résultat dont on va avoir vraiment besoin, c'est le résultat de l'exode col précédent, l'exode col numéro 115. Pour cet exode col, je vais rappeler le résultat. Vous avez une fonction h qui est continue sur un segment AB. Vous avez une fonction i, est-ce que i est un bon choix? On va dire i, et une fonction qui est C1 sur R et qui est T périodique. Alors nous avons établi une généralisation du lemme de Riemann-Lebesgue, l'intégrale de a à b de h de t, pardon. Donc h de t fois i de xt dt, limite de cette chose quand x tend vers plus infini. On a vu que ça c'était égal à 1 sur t intégrale de 0 à grand T de i de t dt fois intégrale de a à b de f de u du. Autrement dit, vous devez faire la valeur moyenne d'une certaine fonction t périodique fois en fait l'intégrale de la fonction f. Et donc on a déjà vu en quoi c'était une généralisation du lemme de Riemann-Lebesgue, remplacez votre fonction i par la fonction cosinus ou sinus, et vous retrouvez le lemme de Riemann-Lebesgue. Bien. On a besoin de ce résultat-là. Alors je me permets de mentionner que ce résultat peut se généraliser à un cadre assez large. Rien ne nous aurait empêché de reprouver ce résultat-là pour une fonction h qui serait continue par morceau, éventuellement intégrable sur un certain intervalle. On n'est pas obligé de travailler sur un intervalle et un segment. Hein. On pourrait travailler sur un intervalle qui pourrait aller jusqu'à plus infini. Donc si je prends une fonction continue par morceau sur un intervalle dans lequel la fonction est intégrable, a priori pas de problème. Pour la fonction périodique, rien ne nous aurait empêché de remplacer la fonction C1 par une fonction C0 par morceau, donc une fonction continue par morceau, tant qu'elle reste périodique, ça c'est important. Donc C0 par morceau s'obtient par densité, tout comme ici, C0 par morceau peut s'obtenir par densité. Pour la question d'intégrabilité, il faut jouer sur le fait que vous pouvez vous ramener en fait, à un segment assez grand pour pouvoir avoir une ligne qui tend vers 0, puis le reste va aussi être va aussi tendre vers 0 par intégrabilité. En fait, c'est globalement l'idée pour pouvoir montrer que ça c'est vrai pour n'importe quelle fonction continue par morceau sur un intervalle dans lequel la fonction est intégrable. Ici, vous utilisez la densité des fonctions continues par morceau, enfin des fonctions C1 pardon, t périodiques parmi les fonctions qui sont continues par morceau et t périodiques. Voilà, essentiellement c'est ça l'idée. Donc, on peut très bien généraliser ce résultat-là à un cadre assez large d'études où on aurait des fonctions qui respecteraient un petit peu moins les hypothèses que celles qu'on a posées. Il n'y a pas forcément de problème. Et ici, justement, on va devoir utiliser ce résultat dans un cadre un petit peu plus large. Mais pour l'instant, je ne vous dis pas qui sont les fonctions h et qui sont les fonctions i. Ça va être à vous d'essayer de voir qui et quoi par vous-même et par du calcul. Et donc, maintenant que je vous ai donné cette indication, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous invite à nouveau à faire une pause sur la vidéo afin de calculer cette limite, donc connaissant maintenant le fait que vous devez utiliser ce résultat-là et donc faire intervenir d'une manière ou d'une autre une question d'intégrale et aussi une question de limite quand x tend vers plus infini d'une certaine intégrale. À vous de jouer. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors je ne vais pas vous spoiler tout de suite quelles sont les fonctions h et i. On va le voir petit à petit à travers le calcul. Je vais me permettre d'effacer ce que j'ai ici pour pouvoir le faire. Et je vais effacer aussi le résultat que je viens d'écrire. On va en avoir besoin. N'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo, c'est fait pour ça. Hein, pour revoir un petit peu en détail ce qu'il en a été. Hop.
Très bien. Alors, si maintenant je veux m'intéresser à cette limite, l'idée c'est de manipuler la série afin de faire intervenir une intégrale. Alors je commence, n allant de 0 à l'infini, de moins 1 puissance n, f de nx. La très bonne idée qu'il faut avoir, c'est de se dire, cette série, je pourrais la réécrire un peu autrement. Et la réécrire autrement en disant, je vais mettre en avant les termes pairs et les termes impairs. Attention, on ne coupe pas la série en deux. On ne sait absolument pas, comme ça a été le cas là pour la convergence normale, on ne sait absolument pas si la série des f de nx converge. Aucune idée. Donc il ne faut pas s'amuser à découper la série en deux. Ça, on ne le sait pas du tout, on n'est pas capable de le faire, a priori. Donc, je vais rassembler les termes pairs et les termes impairs dans une seule et même série sans découper. Donc là, je vais avoir f de 2nx moins f de 2n plus 1x. Et maintenant que vous voyez ça, ça vous dit pas quelque chose? Vous n'avez pas envie de faire quelque chose là? Vous devriez avoir envie de faire quelque chose. Et en effet, le quelque chose que vous devriez avoir envie de faire, c'est d'utiliser le fait que la fonction est C1. Car jusqu'à maintenant, à aucun endroit, on a utilisé le fait que la fonction est C1. Tout ce qu'on a fait là, c'est en utilisant juste le fait que la fonction était continue. À aucun moment on a utilisé le fait qu'elle est C1, et c'est maintenant qu'on va l'utiliser, car en fait cette soustraction, on peut la réécrire sous la forme d'une intégrale dépendante de f'. Là est la première astuce qui va nous permettre de faire ressortir une intégrale. Alors c'est parti. Ce truc-là peut se réécrire somme pour n allant de 0 à l'infini, donc de intégrale de, alors je vais mettre le x aussi, donc on va avoir 2nx jusqu'à 2n plus 1 x de f' de t dt. Le problème c'est que là la soustraction n'est pas dans le bon sens, donc il faut mettre un moins. Je vais mettre un moins en facteur. Ok, jusque là, on est bon. Alors maintenant je vais faire un petit... alors je suis en train de réfléchir si je vais le faire maintenant ou si je vais le faire après. Je vais peut-être le faire maintenant. Je vais faire un changement de variable pour faire en sorte que le x apparaisse là-dedans. Donc le changement de variable, je pense que vous pourriez le sentir venir. Je vais poser en fait t égale u fois x, ce qui me permettra de faire les choses comme je le souhaite. Donc je vais dire que u, donc je veux u fois x, donc u est égal à t sur x. Et donc du est égal à dt sur x, donc c'est-à-dire on va avoir un dt égale x du. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, je suis en train de réfléchir. dt, je pense pas avoir fait de bêtises pour l'instant. Ok, donc on va avoir somme pour n allant de 0 à l'infini avec un moins. Intégrale, donc en faisant la division par x, chose qui est tout à fait valide pour l'instant, puisque x est un réel positif non nul pour l'instant. Il n'y a rien de dit sur le fait que x tend vers 0. Pour l'instant, on n'a rien dit là-dessus. On va avoir donc intégrale de 2n à 2n plus 1 de f' de, si je fais pas de bêtises, donc t égale xu, donc je vais avoir u fois x, ou x fois u, peu importe, divisé par, alors pas divisé, mais multiplié par, plutôt, x fois, je suis en train de réfléchir si j'ai pas fait une bêtise, ouais, c'est ça, x fois du. Ok. Donc je me retrouve avec ça, très bien. Maintenant j'aimerais bien échanger intégrale et série. Et là, on va utiliser un réflexe ulmien, si je me permets. Ulmien pour ulm, ELS. Ça fait partie des réflexes importants qu'on pourrait avoir si on veut attaquer des sujets type ELS. Un réflexe serait d'utiliser une fonction indicatrice. Ça fait vraiment pas partie des réflexes habituels de n'importe quel étudiant en classe préparatoire. Donc, bon, il faut vraiment y avoir pensé. Ici, je vais utiliser une fonction indicatrice. Et je vais dire la chose suivante. Je vais faire la somme, donc moins la somme pour n allant de 0 à l'infini. De quoi? Eh bien de l'intégrale de 0 à l'infini de la fonction indicatrice sur l'intervalle 2n plus 1, disons 2n plus 1 non pris. Vous allez vite comprendre pourquoi je ne veux pas prendre 2n plus 1. Calculé en u fois x fois f' de ux du. Et maintenant une question qui se pose en ayant fait ça. Donc là la fonction que j'ai mis là, c'est une fonction, qu'on soit bien ok, la fonction 1a, ici c'est une fonction indicatrice. Donc ça veut dire que 1a de u c'est égal à 1 si
U est dans A, 0 sinon. C'est une fonction continue par morceau. D'accord, il faut constater ça. Bon, alors maintenant que j'ai fait ça, on pourrait se dire, bah, ça m'avance peut-être pas à grand chose. Mais en fait, si, ça vous avance à énormément de choses. Dans un premier temps, je vais refaire un changement de variable. Ce qui paraît peut-être un peu étrange, mais oui, je vais refaire un changement de variable. Je refais le changement de variable, en fait, je vais remettre t. C'est-à-dire que je vais refaire le changement de variable en disant que t égale u fois x. Et donc ça veut dire que dt est égal à x fois du. Donc ça veut dire que le x qui est ici va redisparaître. Je me retrouve avec moins somme pour n allant de 0 à l'infini, intégrale de 0 à l'infini. Ça ne change pas puisque x est positif non nul. Indicatrice sur 2n plus 1, calculée en t sur x, pardon, t sur x, très bien, fois f' de t, dt. Maintenant, j'ai très envie de savoir, est-ce que j'ai le droit d'échanger série et intégrale? Alors pour le justifier, on va utiliser la convergence dominée. Donc je m'explique. En fait, cette fonction-là, donc si on regarde un petit peu plus près cette fonction, donc déjà cette intégrale-là, cette série d'intégrales, elle converge, il n'y a pas de problème. Et je peux même préciser qu'elle converge en valeur absolue, puisque le moins qui est ici vient du fait qu'on avait le moins qui est sorti avec le f', la fonction f étant une fonction décroissante, la fonction f' doit être négative, donc moins f va être positif. Autrement dit, tous les termes en mettant le moins devant le f' ici, tous les termes qui sont ici sont positifs. Donc, pas de problème, on peut s'absoudre partiellement de la valeur absolue. Et donc, cette série d'intégrales converge. C'est faussement des intégrales infinies. D'accord? Il faut vraiment avoir ça en tête, et que cette chose-là est exactement égale à cette chose, ou en fait plus précisément à cette chose-là. Bien, alors maintenant, l'autre chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que la série, pour n allant de 0 à l'infini, des 1, 2n plus 1, tx fois f' de t, la fonction donc correspondant à ça, est-ce qu'elle est bien définie? La réponse est oui, elle est bien définie, parce qu'à partir du moment où vous prenez un t, la seule restriction que vous demandez, c'est est-ce que t sur x est dans cet intervalle-là? Donc vous pouvez préciser quelle va être la valeur en fait de ce truc-là. Vous allez obtenir f' de t si en fait bien t sur x est dans l'union pour n entier naturel des intervalles 2n plus 1 et 0 sinon. Donc il est assez clair que vous avez ici une série de fonctions qui convergent, peu importe le x que vous prenez. Donc pour tout x dans R plus étoile, cette série-là converge, pas de problème. Très bien. Converge simplement. Maintenant, est-ce que je peux majorer cette série de fonctions, ou même la suite partielle de fonctions, par une fonction qui est intégrable à coup sûr? Eh bien la réponse est oui, on peut. Et cette fonction, eh bien, ça va tout simplement être f'. Donc en effet, de plus, pour tout t dans l'intervalle, enfin dans R+, voire même R+ étoile éventuellement, mais pour tout t dans R+, on peut écrire que la somme pour n allant de 0 à grand N, nous précisons pour tout n aussi, n allant de 0 à grand N de cette chose, donc 2n plus 1 fois calculé en t sur x fois f' de t. Cette chose-là, en valeur absolue, on peut la majorer par la valeur absolue de f' de t. Puisque comme vous pouvez le constater, soit la fonction vaut f' de t, soit la fonction vaut 0. Je rappelle que f' est une fonction négative étant donné que la fonction est décroissante. Donc vous avez ici moins f' de t. Et vous savez que la limite de f quand x tend vers plus infini, c'est 0. Ce qui signifie que la fonction f' est bien intégrable au voisinage de 0. Et donc particulièrement intégrable sur R+. Et donc la fonction qui a t associe moins f' de t est intégrable sur R+. Et bien voilà, je viens d'utiliser, ou en tout cas de sortir toutes les hypothèses pour pouvoir appliquer la convergence dominée dans le cadre d'échange série intégrale. Et donc là, je vais pouvoir échanger
série intégrale. Je vais être content, donc c'est parti. Convergence dominée va me permettre d'écrire, on a en fait moins l'intégrale de 0 à l'infini de la série pour n allant de 0 à l'infini de 1, 2n, 2n plus 1, calculé en t sur x fois f' de t, dt. Et on peut mettre le f' en facteur. Bien, et donc, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Bah, ce qui nous intéresse, c'est calculer la limite quand x tend vers 0 plus de ce que je viens d'écrire. X tend vers 0 plus, ça veut dire que 1 sur x tend vers plus infini. Donc je me retrouve avec un truc qui tend vers plus infini fois t, calculé ensuite avec f', donc une autre fonction calculée en t, je regarde une intégrale. Et bien voilà où se cache la généralisation du lemme de Riemann-Lebesgue, car la fonction que nous avons ici, on peut vérifier qu'elle est 2 périodique. Alors, je vais écrire la conclusion d'égalité que nous avons obtenue pour l'instant. Nous avons montré que la série que nous avons est en fait égale à moins intégrale de 0 à l'infini, somme, fonction indicatrice, 2n, 2n plus 1, ouvert, de 1 sur x fois t, tac, tac, f' de t, dt, n allant de 0 à l'infini. Hop. Et en fait, la fonction que nous avons, elle est à peu de choses près la fonction de pi périodique que l'on souhaite. Alors, c'est pas vraiment la fonction de pi périodique car on a un petit problème, on n'a pas ce qui se passe pour les négatifs. Donc, ça serait bien de compléter par ce qui se passe pour les négatifs. Et donc, on va poser la fonction h. Oh. La fonction h qui, à t, va associer la série pour, en fait, n appartenant à z des fonctions indicatrices 2n, 2n plus 1 calculée en t. Et je peux très bien remplacer par cette fonction-là, il n'y a pas de problème. D'accord? Je peux très bien remplacer la fonction qui est là par cette fonction-là. Il y a zéro problème, puisque bon bah là on est sur le cas où toutes les valeurs sont positives. Là ici on peut prendre des valeurs négatives. Ça pose pas du tout de problème. Donc très bien, cette série de fonctions, bah il n'y a pas de souci avec celle-ci, elle est toujours majorée par 1. Et le truc important, c'est qu'elle est 2 périodique. Donc c'est une fonction qui est continue par morceau sur R et qui est 2 périodique. Ok? Nous avons aussi la fonction f' qui est une fonction continue sur R plus étoile et intégrable. Eh bien, ces hypothèses, qui sont un tout petit peu plus larges que le cadre que nous avons étudié précédemment, sont suffisantes pour pouvoir appliquer le lemme de Riemann-Lebesgue généralisé. Donc ici, c'est la fonction en fait h de 1 sur x fois t. Et donc la limite, quand x tend vers 0 plus de notre expression, donc h de 1 sur x fois t fois f' de t dt, ça va être égal, grâce à ce qu'on a fait précédemment, donc c'est encore une fois, je le répète, l'exo de colle numéro 115, que je vous invite fortement à aller voir, et bon, ben, ça va vous inviter aussi à aller voir 2-3 choses importantes sur les développements en série de Fourier. Donc grâce à ce résultat, on peut écrire que nous avons 1 sur 2, intégrale de 0 à 2, de la fonction h de t, fois intégrale de 0 à l'infini, on n'oublie pas le moins d'ailleurs, intégrale de 0 à l'infini de f' de u tu. Alors maintenant, intéressons-nous à chacune des intégrales. L'intégrale de 0 à 2 de h de t dt. Ben, on peut constater que lorsqu'on est dans l'intervalle 0,1, ça va donner 1. Si on est dans l'intervalle 1,2, ben là ça va donner 0. Donc cette intégrale-là revient à regarder l'intégrale de 0,1 de la fonction juste 1. Donc ça va donner tout simplement 1. Donc moins 1 demi. Et puis si je regarde l'intégrale qui est ici, l'intégrale de 0 à l'infini de f' de u, ben ça c'est tout bonnement f de plus infini, donc c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus infini de f de x, qui est 0, moins l'image en 0. Donc ça va donner moins f de 0. Conclusion de tout ça, on a alors que la limite quand x tend vers 0 plus
de g de x qui est égal à moins 1/2 fois moins f de 0, ça va nous donner en effet ce à quoi on pouvait s'attendre si on avait fait des exemples, f de 0 sur 2. Ceci conclut la preuve. C'était lourd, hein. C'était très lourd. Hein. Et j'aimerais insister sur le fait que ce qu'on vient de faire là, faire appel à une fonction indicatrice, ça c'est le réflexe typique pour attaquer des sujets type ENS. Vraiment même type ENS-ULM. Car c'est dans ce type de sujet que souvent on a affaire à des fonctions indicatrices comme celle-ci, ou qu'on doit faire intervenir des fonctions indicatrices afin de démontrer ce que l'on souhaite. Des convergences dominées, des convergences... enfin bref, ce type de choses-là, convergence dominée pour pouvoir faire des échanges intégrales série, intégrales limite, des trucs comme ça. Souvent, on peut faire appel à des fonctions indicatrices. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est notamment un exemple lié à un calcul qui permet de calculer, enfin de décrire la fonction gamma sous la forme d'une limite. Ça doit être un exercice qu'on a déjà fait ensemble, mais je ne sais plus si je l'avais fait, mais une possibilité de calcul qu'on peut faire, c'est en passant par justement une fonction indicatrice pour pouvoir éviter de se retrouver avec une intégrale. Justement ça c'est par exemple une astuce. Quand vous avez une intégrale qui a des bornes qui dépendent de n, et que vous voulez essayer de regarder la limite quand n tend vers l'infini, et que vous avez donc une fonction à l'intérieur qui dépend aussi de n, une astuce pourrait être de dire je vais utiliser une fonction indicatrice pour les bornes de l'intégrale, et me ramener à une intégrale qui va de 0 à plus infini, ou de moins infini à plus infini, dépendant des cas. Vous ramenez donc finalement à une intégrale qui a des bornes fixées, et une fonction vraiment complète qui dépend de n. Et donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire faire tout le b.a.-ba de convergence dominée pour pouvoir vous assurer que vous pouvez échanger limite intégrale. D'accord? Donc quand vous avez affaire à des intégrales qui dépendent de paramètres, du paramètre par lequel vous voulez calculer la limite, une bonne astuce, c'est de penser à dire, en fait, ce truc-là, c'est la même chose que une intégrale sur moins infini plus infini, ou sur 0 plus infini, suivant ce qui vous arrange, fois fonction indicatrice de l'endroit où vous êtes en train de faire l'intégrale, fois la fonction que vous regardez. Ça, c'est un réflexe typique de ENS-ULM, de ENS même de manière générale, et voire même de certains sujets, parce que certains sujets vous tendent un peu la perche en vous disant « Oui, regardez la fonction sur tel intervalle, est-ce que vous vous dites pas, vous pouvez pas penser à une fonction indicatrice ?» Ça arrive des fois qu'on vous pique vraiment pour vous dire « Faites-le !» Et ça, notamment pour les sujets type centrale, mine ou CCP, on vous pique beaucoup pour essayer de le faire quand il y en a besoin de le faire. Quand je dis vous pique beaucoup, ça veut dire on vous donne vraiment tout ce qu'il faut pour que vous le fassiez par vous-même. Mais dans les sujets ENS, on ne vous le dit pas forcément. Et là, c'est exactement un exercice dans lequel on ne vous le dit pas. C'est un exercice où tout est caché, c'est à vous de vous débrouiller pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut essayer de faire pour conclure. Alors, sachant qu'en plus, on a dû utiliser des résultats qui sont en soi un peu hors programme, puisque on a démontré le lemme de Riemann-Lebesgue généralisé en utilisant les développements en série de Fourier, à savoir qu'il existe également une preuve qui n'utilise pas les développements en série de Fourier. Mais moi j'ai proposé une preuve utilisant les développements en série de Fourier parce que je trouvais que c'était une des plus simples à comprendre par rapport à d'autres types de preuves qui pouvaient exister. Et là, ce que je trouve formidable, c'est d'en voir une très belle application qui vous permet de calculer cette limite assez improbable, limite qu'on aurait pu plus ou moins, deviner, à condition qu'on ait fait des exemples, et en ayant un petit peu le feeling que la somme des moins 1 puissance n, ça peut éventuellement se voir comme étant égal à 1 de i, ou quelque chose comme ça, avec les petits trucs bizarres qu'on fait sur les séries divergentes, que certains font sur les séries divergentes qu'ils n'ont pas le droit de faire. Voilà, donc ce genre d'idée qui fait par exemple que la somme des k fait moins 1/12 pour les physiciens. Bref, ce genre de choses totalement interdit pour les séries. Voilà, si on pense un tout petit peu à ça, éventuellement on peut avoir une idée de la limite, mais c'est pas pour autant que ça vous donne vraiment une idée de comment démontrer que cette limite est la bonne. Et voilà, donc en tout cas une bonne explication utilisant les résultats de Riemann-Lebesgue, un peu plus généralisé que ce que nous avons vu, mais j'espère au moins avoir fait passer au moins une intuition, si ce n'est pas forcément vous avoir fait comprendre tout l'exercice, au moins vous avoir donné une petite intuition et de vous donner ce petit réflexe de penser peut-être fonction indicatrice. Ça peut être vraiment cool et ça peut vraiment faire la différence sur des sujets concours d'un niveau élevé.
Bien, j'ai plus grand chose d'autre à dire, donc je vous invite comme d'habitude à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cet exercice ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!